Élèves de terminale S, bonjour, nous poursuivons notre leçon sur la deuxième loi de Newton avec l'étude du mouvement dans le champ électrostatique uniforme E, c'est-à-dire cette partie-là du programme. Pour engendrer un champ électrostatique uniforme, on utilise deux plaques métalliques parallèles A et B, distantes de petit d, et un générateur G de tension U avec sa borne plus et sa borne moins que l'on note souvent P et N. Mais plus et moins ne signifient pas forcément positif et négatif, mais plutôt plus grand et moins grand. U plus précisément, c'est UPN ou encore U plus moins. Le potentiel en P moins le potentiel en N ou encore le potentiel de la borne plus moins le potentiel de la borne moins, et cette tension ou différence de potentiel se mesure en volts. Nous allons appliquer cette tension entre les deux plaques, mais signalons d'abord que l'on a un isolant entre les deux plaques. On peut alors penser que le générateur ne délivrera pas de courant. Fermons l'interrupteur. Nous observons que l'intensité du courant n'est pas nulle. Le générateur enlève des charges à une plaque pour les mettre sur l'autre. Ce processus ne dure pas très longtemps et s'arrête lorsque la tension entre les plaques UAB est égale à la tension UPN. On a alors créé un champ électrostatique E entre les plaques. Ce champ est uniforme et orienté dans une direction normale au plan des plaques et dirigé vers le potentiel le moins élevé, VB. La norme du champ électrostatique E est égale à U sur D. U se mesure en volts et D en mètres, donc le champ électrostatique E se mesure en volts mètre moins 1. En dehors de la zone située entre les deux plaques, le champ électrostatique est nul. Le montage que nous utilisons est enfermé dans une enceinte dans laquelle on a fait le vide. Il est constitué d'un canon à électrons qui, comme son nom l'indique, va éjecter des électrons à grande vitesse, des deux plaques dont nous venons de parler et d'un écran qui devient lumineux là où il y a impact d'électrons. Si l'on impose une tension U comme ceci entre les deux plaques, on observe que les électrons sont déviés vers le haut, ce qui est logique puisque les électrons charge négative sont attirés par la plaque plus et repoussés par la plaque moins, tandis que le champ électrostatique E est dirigé vers le bas comme on l'a vu précédemment. Commençons par appliquer une tension UAB égale VA moins VB, environ égale à 600 volts positive, les électrons sont déviés vers le haut. Remettons la tension à 0, voilà. Si nous intervertissons les bornes en changeant les connexions au niveau des plaques, voilà, et si nous augmentons à nouveau la tension délivrée par le générateur, nous obtenons UAB égale environ moins 900 volts négatif. Nous avons changé le sens du champ électrostatique E et les électrons sont maintenant déviés vers le bas. Pour mieux comprendre, observons maintenant le montage vu de dessus, où nous-mêmes, observateurs, nous nous voyons vus de dessus. Le canon à électrons émet un faisceau large et l'écran est en biais. Voilà la fente de sortie du canon à électrons, voyez la largeur du faisceau, et voyez comme l'écran est en biais. Axe du montage, axe de l'écran. Ainsi, cette partie du faisceau impacte l'écran en A, comme ceci. Cette autre partie impacte l'écran en B, et ainsi de suite. Si l'écran était parallèle au faisceau, il n'y aurait pas d'impact, et s'il était perpendiculaire, on aurait une tache rectangulaire, donc des choses différentes de ce que l'on vient d'observer. Nous avons déjà défini les conditions initiales, c'est-à-dire la connaissance de la position et de la vitesse à t égale 0.
Voilà la position à t égale 0. Voilà notre repère O, X, Y, Z et le vecteur position à t égale 0, donc OM de 0, que nous pouvons écrire aussi OM0, a pour composante 0, 0, 0. Le vecteur vitesse à l'instant t égale 0, en vert, c'est donc v de t égale 0, donc v de 0, que je note aussi v0, que je pourrais noter aussi vo, a pour composante, selon x, 0, selon y, v0, et selon z, 0. Je vais aussi m'intéresser à ce point-là, que j'appellerai le point S, S comme sortie, quand l'électron sort de la zone où règne le champ électrostatique. Ce point S aura une ordonnée ZS qu'il sera intéressant de calculer. Je note les conditions initiales en haut à droite. Parlons maintenant de la force électrostatique ressentie par une charge Q dans un champ électrostatique E. La force électrostatique Fe est égale à QE, autrement dit, les vecteurs Fe et E sont colinéaires. En norme, nous avons Fe égale QE avec Q en coulomb, E en voltmètre-1 et la force en newton. Voilà une zone où règne un champ électrostatique uniforme E. Si je considère une charge Q1 positive, par exemple, alors la force électrostatique est de même sens que E et je la représente par une flèche. Si je considère une charge Q2 égale moins Q1 négative, alors la force électrostatique maintenant est opposée au champ électrique et de même norme que précédemment, donc représentée par une flèche de même longueur. Je peux maintenant considérer une charge Q3 égale à moins de Q1, autrement dit une force électrostatique toujours opposée au champ électrostatique, mais avec une norme 2 fois plus grande, donc représentée par une flèche 2 fois plus longue. Enfin, si la charge Q4 vaut 3Q1 par exemple positive, alors la force électrostatique sera de même sens que E avec une flèche 3 fois plus longue, puisque la force est en norme 3 fois plus grande. Nous allons maintenant appliquer au système électron la deuxième loi de Newton, qui s'écrit somme des forces extérieures égale ma. Quelles sont les forces extérieures qui agissent sur l'électron? Il y a d'abord la force électrique que l'on vient de voir et le poids. Car il ne faut pas oublier que entre les deux plaques, en plus du champ électrostatique, il y a aussi le champ de pesanteur G. La force électrostatique, nous venons de voir que c'est moins EE, puisque la charge de l'électron c'est moins E, plus mg, le poids de l'électron, et ceci est égal à ma. Nous avons besoin maintenant de faire une application numérique pour continuer notre étude. La charge de l'électron est moins E avec E égale 1,6 10-19 coulombs. La masse de l'électron que nous avons notée m, c'est 9,11 10 puissance moins 31 kg. Nous appliquons une tension de 1000 volts et la distance D entre les deux plaques est de 5 cm. La force électrique, qui vaut donc en norme EE, est égale à E multiplié par U sur D. Application numérique, nous trouvons 3 10 puissance moins 15 newtons. Calculons maintenant le poids de l'électron, mg. En faisant l'application numérique, nous obtenons 8,9 10 puissance moins 30 newtons. Autrement dit, le rapport de la force électrique sur le poids vaut 3 10 puissance 14. Autrement dit, le poids est extrêmement négligeable dans ce problème. Et donc, nous n'avons pas à considérer cette force. Nous faisons comme si le champ de pesanteur n'existait pas. Nous obtenons donc simplement moins EE égale ma. Le vecteur accélération vaut donc moins EE sur m, c'est-à-dire moins E sur m fois les composantes du champ électrostatique E, qui vaut selon x 0, selon y 0 et selon z moins E, puisqu'il est orienté vers le bas alors que l'axe z est orienté vers le haut. Les composantes du vecteur accélération peuvent aussi s'écrire 0, 0, EE sur m. Nous allons maintenant nous intéresser au vecteur vitesse. Puisque les composantes du vecteur accélération sont égales aux dérivées par rapport au temps des composantes du vecteur vitesse,
nous nous posons la question, quelle composante du vecteur vitesse v faut-il dériver par rapport au temps pour trouver ces composantes de A? Pour trouver 0, je dois dériver une constante que j'appelle C1. Pour trouver 0, je dois dériver une constante C2. Et pour trouver EE sur M, qui est une constante, je dois dériver EE sur MT plus une constante C3. Pour trouver les constantes C1, C2, C3, j'utilise les conditions initiales. Puisque je connais V de t, alors je remplace t par 0, je connais V de 0, mais V de 0, c'est donné ici. Donc C1, C2, C3, c'est aussi égal à 0, V0, 0. Et j'obtiens donc le vecteur vitesse V de composante C1, 0, C2, V0, et EE sur MT plus C3, donc EE sur MT plus 0, égale EE sur MT. Recherchons maintenant le vecteur position en appliquant toujours la même méthode. Les composantes du vecteur vitesse sont égales aux dérivées par rapport au temps des composantes du vecteur position. Donc je me pose la question, quelle composante du vecteur position faut-il dériver pour trouver ces composantes du vecteur vitesse? Pour trouver 0, je dériverai une constante C4. Pour trouver la constante V0, je vais dériver V0t plus une constante C5. Et enfin, pour trouver EE sur M, qui est une constante fois t, je dois dériver par rapport au temps 1/2 de EE sur M t carré plus une constante C6. Pour trouver les constantes C4, C5, C6, j'utilise les conditions initiales, c'est-à-dire que comme je connais OM de t, je remplace t par 0, j'ai donc OM de 0, C4, C5, C6, et je les connais, ces composantes, elles sont là. Donc, j'obtiens ceci, et j'identifie C4 égale 0, C5 égale 0, C6 égale 0, et j'obtiens donc le vecteur position à tout instant, 0, V0t, EE t carré sur 2m. Je vais maintenant rechercher l'équation de la trajectoire. Les composantes du vecteur position x de t, y de t, z de t sont également appelées les équations horaires du mouvement. J'observe que x de t est nul quel que soit t, donc le mouvement est plan. Y c'est égal à V0t, donc t c'est y sur V0. Et enfin, z de t qui vaut EE sur 2m t carré vaut donc EE sur 2m, et je remplace t par sa valeur qui est là, y sur V0, et donc j'obtiens que z c'est EE sur 2m V0 carré y2, et je reconnais l'équation d'une parabole. Concentrons notre attention sur le point S. Appelons grand L la longueur de l'écran. La coordonnée y de S est donc ys égale L. Et l'ordonnée z de S est donc, d'après ce qui est écrit ici, EU sur 2m dv0 carré, ys au carré. Mais comme ys est égal à L, j'obtiens que l'ordonnée z du point S, c'est EU sur 2m dv0 carré, L carré. De cette relation que nous venons d'obtenir, nous pouvons exprimer le rapport E sur M. Nous trouvons que E sur M est égal à 2D V0 carré ZS sur U L carré. On peut donc déterminer le rapport E sur M si on connaît la vitesse V0 des électrons. Dans la réalité, on procède plutôt dans l'autre sens. C'est la connaissance du rapport E sur M qui permet de calculer V0 et nous verrons comment dans la prochaine leçon. Pour déterminer le rapport E sur M, on peut utiliser différentes méthodes faisant intervenir le champ magnétique B en plus du champ électrique E. Mais ceci est hors programme terminal S. Vous voyez que si une expérience indépendante permet par exemple de déterminer la charge de l'électron, alors nous avons accès à sa masse et inversement. Terminons par une remarque. Vous voyez que les plaques ne sont pas reliées au générateur. Les électrons ne sont donc pas soumis au champ électrique. Je vais maintenant approcher le pôle nord d'un aimant, c'est-à-dire que je vais mettre les électrons dans le champ magnétique. Ils sont déviés vers le bas. Si maintenant je tourne mon aimant pour présenter le pôle sud, eh bien je dévie mes électrons vers le haut. Mais ceci est une autre histoire qui n'est pas au programme de Terminal S. La leçon est terminée. À bientôt!